Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'or, sous-titré La merveilleuse histoire du général Johann August Sutter. Il s'agit d'un roman de Blaise Cendrars paru en 1925. Le 6 mai 1834, un étranger arrive le soir dans un village balois. Il se rend chez le syndic. Il y passe un moment, ressort et remonte dans sa carriole. On dit que l'étranger est venu afin d'obtenir un certificat d'origine et un passeport pour entreprendre un voyage à l'étranger. Les documents ne lui ont pas été donnés. Le lendemain, le secrétaire de police Kloss refuse d'établir un passeport pour Johann August Sutter, car celui-ci n'a pas de certificat d'origine. Sutter vient de quitter sa femme et ses 4 enfants. Il traverse la frontière suisse et continue son chemin à travers le pays. Il n'a plus d'argent et mange ce qu'il trouve. Sutter a 31 ans. Son grand-père est le fondateur d'une papeterie prospère dont le père était le directeur. Près de Besançon, Sutter rencontre un groupe de jeunes Allemands. Il se lie à eux et les suit jusqu'à Autun où il les vole. Sutter parvient à se rendre à Paris. De nouveau à court d'argent, il présente une fausse lettre de crédit à un marchand de papier et empoche la somme. Il rejoint le Havre puis de la monte sur le bateau nommé l'Espérance qui se dirige vers New York. Le 7 juillet 1834, le bateau arrive à New York où débarquent des individus qui pour une raison ou pour une autre ont choisi de fuir l'Europe. Paul Aberpoche accepte de nourrir, de loger et de blanchir Sutter, contre le fait qu'il lui rabatte des clients irlandais dans le but de faire des affaires malhonnêtes. Sutter se déplace de plus en plus vers l'ouest, pratique différents métiers et apprend beaucoup de choses. Il part pour Saint-Louis dans le Missouri. À Saint-Charles, Sutter achète des terres et s'établit comme fermier. Il ouvre sa maison à tous afin de récolter un maximum d'informations. Tous racontent des choses merveilleuses qui se situeraient dans l'Ouest, bien que l'on ne sache pas exactement ce qu'il s'y passe. Sutter monte une expédition, mais tout ne se passe pas comme prévu. Il s'établit un temps chez les Indiens qui lui apprennent l'existence de la Californie. Afin d'y aller, il doit retourner dans le Missouri. En juin 1838, au Fort Indépendance, les individus empruntent différentes directions en fonction de leurs objectifs. Sutter, un capitaine, 5 missionnaires et 3 femmes s'apprêtent à aller en Californie. Sutter sait qu'il y a de grandes richesses en Californie faciles à obtenir et qui ne sont pas encore objet de grandes convoitises. Sutter emprunte une piste jalonnée de forts tous les 100 000. Les garnisons sont en lutte avec les peaux-rouges. Il joue à pile ou face afin de savoir s'il va gagner ou perdre. La pièce lui dit qu'il réussira. L'expédition traverse les zones sauvages des Rocheuses parmi la faune et la flore locale. Arrivé à l'Evans Pass, il reste encore 1400 lieues. Il continue à aller de l'avant, bien que les peaux-rouges soient en guerre. Au fur et à mesure, le nombre de compagnons diminue. Sutter parvient à Fort Vancouver, qui est sa destination finale. Il souhaite toujours se rendre en Californie. Les hommes du poste lui déconseillent de se rendre là-bas par voie de terre à cause des Apaches et par voie de mer, car la navigation est difficile. Sutter s'apprête à embarquer sur un 3-mâts. Divers incidents se déroulent durant la traversée, que ce soit le mauvais temps ou des pannes. Le bateau continue tout de même sa route. Sur le navire, Sutter a beaucoup appris sur la Californie grâce à des conversations. Sutter a de grands projets pour l'avenir. Il débarque à Honolulu. Sur place, il gagne rapidement une petite fortune grâce à des spéculations. Il souhaite employer pour ses plantations de la main-d'œuvre kanak. L'acte de constitution de la Sutter's Pacific Trade Company est signé. Dans 18 mois, au plus tard, des Kanaks vont débarquer dans une baie de la Californie. Aucun navire ne peut emmener Sutter à San Diego. Sutter embarque avec des Russes afin de se rendre à Sitka. Puis à bord d'une goélette, il descend vers le sud pour rejoindre San Francisco. On connaît peu de choses sur la Californie à cette époque, tant elle est peu peuplée et peu explorée. En 1839, il s'agit d'une province de la République de Mexico. La Californie est une longue bande de terre avec des hivers rigoureux au nord et un climat tropical au sud. 2 fleuves s'y jettent, le Sacramento et le Joachim, et il s'y trouve un grand lac intérieur. Sutter parvient à San Francisco, ville alors concernée par le manque de développement. Les établissements des missions ont été dans les mains des jésuites avant de passer dans celles des franciscains. Il existait différents postes entourés de riches villages dans lesquels les Indiens avaient des tâches tenues dans des emplois du temps fixe. Les Indiens y étaient exploités, mais relativement bien traités. En 1832, les colonies et les établissements religieux sont devenus propriété de l'État, ce qui a eu pour conséquence l'auto-attribution des riches domaines aux puissants, le dépouillement des Indiens et des baisses drastiques du cheptel animalier. Sutter visite ses futures terres dans la vallée du Sacramento. Le premier convoi de Kanaks débarque avec son lot de blancs. Sutter se rend auprès du gouverneur Alvarado afin de lui faire part de son projet.
les Kanaks défricheront la terre et les Indiens des missions travailleront les terres qui leur seront distribuées. Sutter appellera son ranch la Nouvelle Helvétie. Le gouverneur lui accorde une première concession de 10 ans. Sutter, ses travailleurs et des centaines d'animaux remontent la vallée du Sacramento. La végétation a été brûlée, la terre est travaillée et le ranch se construit. Sutter dirige et surveille tout. Des Indiens sont dépêchés et mis au travail. Des convois de Kanaks continuent d'arriver. L'affaire devient très prospère. Sutter achète d'autres fermes pour étendre son élevage. Il est difficile de maîtriser l'élément humain. Sutter doit composer avec les Mexicains qui mettent le pays à feu et à sang, les Américains qui veulent rattacher la Californie à l'Union et les Indiens qui entreprennent des actions contre lui, car Sutter élargit ses terres sur leur territoire de chasse. Malgré les problèmes, Sutter continue de suivre son plan et son ranch ne cesse de s'agrandir. Le domaine a si bonne renommée et est si florissant que des colons viennent le rejoindre. Sutter exporte les biens qui y sont produits. Les vergers et les potagers prospèrent. À table, se trouve de la nourriture diverse et en grande quantité. La vie au ranch semble être réglée à la perfection. Accrédité auprès d'importantes banques, Sutter fait d'importants achats de matériel. Il acquiert entre autres une chaudière et la machinerie du premier moulin. Les révolutions se succèdent et les partis luttent entre eux. Bien que chaque camp veuille attirer Sutter, celui-ci ne se laisse pas entraîner. Il sait quand agir et que faire afin de s'attirer la sympathie des hommes. Des aventuriers américains et anglais ont été envoyés en Californie afin d'y prendre le pouvoir. Alvarado en a fait tuer une partie et a jeté l'autre partie en prison. Londres et les États-Unis ont demandé de l'argent contre les meurtres. Après l'arrivée d'une corvette anglaise, le Mexique a été obligé de s'exécuter. Plus tard, des Américains tentent encore de s'emparer de la Californie et le Mexique essaie de les repousser, mais s'effrite. Les États-Unis entrent en guerre avec le Mexique et obtiennent le Texas et la Californie. Sutter possède le plus grand domaine des États-Unis. C'est maintenant la paix. Sutter fait venir des plants et des arbres fruitiers d'Europe qui s'acclimatent à la Californie en fonction de l'endroit où on les plante. Il réalise un vieux rêve et plante de la vigne sur son domaine. Il pense à faire venir ses fils et sa fille. En réalité, ce n'est pas la paix. C'est le début de la ruée vers l'or. Attirés par l'or, des Américains, puis des individus venant d'autres continents quittent leur région d'origine afin de se rendre à San Francisco. Des foules arrivent en masse dans cette ville. Sutter devient ruiné, car on a découvert des mines d'or sur ses terres. L'auteur décide de laisser place au récit de Sutter. En 1848, le charpentier Marshall annonce à Sutter qu'il vient de trouver de l'or. Sutter se rend à Coloma, où a été trouvé l'or. Le canal est vidé et des parcelles d'or sont trouvées. Sutter en fera plus tard une bague. Il demande à ses hommes de garder le secret durant quelques semaines, le temps de finir la scierie. Cependant, bien avant, un dénommé Smith se fait payer en or par un blanc envoyé par Sutter. Questionné par Smith, Sutter lui dit la vérité. Les travailleurs de Sutter le quittent les uns après les autres, gagnés par la soif de l'or. Presque plus personne n'est présent pour faire fonctionner le ranch et Sutter se fait voler. Sutter prend le parti d'aller lui aussi à Coloma chercher de l'or. Où qu'il aille, Sutter est poursuivi par les distillateurs qui font boire les Indiens et Kanaks et les rendent inaptes à tout travail. Sutter décide d'abandonner et de retourner à sa vigne. Alors que Sutter était en passe de devenir l'homme le plus riche du monde, l'or l'a ruiné. En 1848, le commandant Mason décide de se rendre compte sur place des bruits, selon lesquels il y aurait des mines d'or dans le bassin du Sacramento. San Francisco, ainsi que les moulins et les fermes situées à Fort Sutter sont désertés, tant tout le monde est aux mines. Seul le fort en pleine ébullition devant accueillir un grand nombre de personnes et de marchandises. Un article du journal Le Polynésien fait mention de la facilité avec laquelle l'or est trouvable et avec laquelle on peut rapidement s'enrichir. Des habitants de toute l'Amérique arrivent en masse en Californie. Les individus passent soit par voie de terre, soit par voie de mer en contournant le Cap Horn. Certains traversent l'isthme malgré les dangers. Afin de raccourcir le temps de l'aller, une ligne de chemin de fer est construite. Des communications régulières s'établissent avec des pays d'Europe. La nouvelle fait le tour de la Terre et des individus du monde entier se déplacent en Californie. L'État se remplit d'habitants et d'agglomérations à vitesse vertigineuse. Chacun s'établit sur les terres de Sutter afin d'y puiser les richesses du sol. Le nom de la Nouvelle Helvétie disparaît, et même si quelques contrées portent le nom de Sutter, ce n'est pas un hommage. En Ermitage, Sutter produit encore quelques denrées, mais il n'a plus le cœur à l'ouvrage. Les travailleurs restants finissent par l'abandonner, plus attirés par les mines que par le travail auprès de Sutter. On prend possession de ces terres et on établit des titres de propriété. Aucune autorité n'a de prise sur les nouveaux arrivants. Lorsque des soldats ou des matelots sont envoyés sur place afin de maintenir l'ordre, ils finissent dans les mines. Seule la loi des plus forts compte dans la région et la justice y est expéditive.
Les vrais propriétaires font face à la lenteur des commissions d'enquête venant de Washington et qui arrivent toujours trop tard. Anna Sutter est restée en Suisse avec ses 3 fils et sa fille. Elle n'est pas encore au courant de la découverte des mines. Elle a reçu une lettre de son mari, qui l'enjoint à venir le rejoindre en Californie. Grâce au bruit qui court, elle sait que son mari a réussi dans le Nouveau Monde. Elle est étonnamment bien reçue des banquiers. Elle quitte la Suisse. En voiture, elle atteint la France. À Paris, un banquier la prévient que de l'or a été trouvé sur les terres de son mari et que l'on s'y bat. D'autres banquiers pensent que Sutter est l'homme le plus riche du monde grâce à la découverte de l'or. On lui conseille d'attendre avant de partir puisque des gens sans foi ni loi s'y rendent en masse en ce moment. Elle s'obstine à faire la traversée qui dure 41 jours. Elle apprend à quel point il est facile de récolter de l'or et de devenir très riche. Elle débarque non pas à New York, mais à Chagres et voyage un moment dans l'humidité étouffante des marais. Le voyage et les discussions qu'elle entend la fragilisent. À San Francisco, elle apprend que la nouvelle Helvétie n'existe plus et que son mari a disparu. Certaines femmes se comportent comme des hommes et cherchent elles aussi de l'or. Anna Sutter arrive au fort et va se rendre à l'Ermitage où se trouve le maître. Elle apprend que des travailleurs désertent leur travail. Le domaine est laissé à l'abandon. Anna et ses enfants arrivent à la gentilhommière. Elle y retrouve son mari. Elle décède peu de temps après. Le père Gabriel pousse Sutter à recommencer à travailler. Sutter se remet au travail pour ses enfants. Il construit 2 fermes pour ses fils Victor et Arthur, envoie son fils Émile étudier le droit dans l'Est et prévoit de donner l'Ermitage à sa fille Mina. Son affaire est un temps plus prospère. Sutter ne met plus la même énergie qu'auparavant dans le travail, son comportement change et il se renferme sur lui-même. L'idée du vol de son or, de la destruction de son domaine et de l'expansion de ceux qui l'ont volé le tourmente. Dans son enfance et dans sa région d'origine, les gens y étaient plus honnêtes. Sutter écrit une lettre à M. Bierman. Sutter parle de la désaffection de ses travailleurs afin d'aller chercher l'or et de l'échanger ensuite contre de l'alcool. Le père Gabriel a réussi à récupérer certains Kanaks devenus alcooliques et à les refaire travailler à l'Ermitage ou dans les 2 fermes des fils de Sutter. Selon Sutter, l'or est maudit et maudit ceux qui s'y intéressent puisque la plupart des chercheurs d'or disparaissent, deviennent fous, mettent fin à leur jour ou vivent dans la débauche et l'ivresse. Sutter n'a intenté aucun procès. Il est ruiné alors que d'après la loi, il a droit à des sommes et à des indemnités importantes. S'il fait des actions en justice, il se doute qu'il devra faire des milliers de procès et qu'il aura le monde contre lui. Son âge avancé l'empêche de faire les démarches et il espère que son fils qu'il a envoyé faire des études de droit rétablira la justice. Cependant, Sutter ne peut pas s'empêcher de se demander si son sort et celui des personnes qui l'ont volé ne dépendent pas de la volonté de Dieu qui a une visée particulière. Sutter demande à M. Bierman ce qu'il doit faire. Il a le désir de tout vendre et de rentrer dans le canton de Bâle avec sa famille. Avant même d'avoir reçu une réponse, Sutter commence son procès. Il revendique la propriété des terrains sur lesquels sont construites des villes telles que San Francisco, Sacramento, Fairfield et Rio Vista. Il réclame de l'argent contre ces terrains, poursuit les particuliers qui se sont installés sur son terrain, réclame de l'argent à l'État de la Californie qui s'est approprié ses constructions, engage des poursuites contre le gouvernement de Washington pour n'avoir pas su faire régner l'ordre sur ses propriétés et demande une part sur l'or que l'on extraira. Émile s'occupe des affaires de son père avec d'éminents jurisconsultes. Les villes et les particuliers font eux aussi appel à des hommes de loi pour se défendre. Sutter reprend le travail afin d'avoir l'argent nécessaire au déroulement de son procès qui aura lieu à San Francisco. Le procès dure 4 ans. Les entreprises de Sutter prospèrent et alimentent San Francisco de ses produits. Sutter est haï par la population. Les bureaux d'Émile sont incendiés et les principales pièces du dossier sont détruites, à la grande joie des habitants. Le 9 septembre 1854 sont fêtés le 4e anniversaire de l'entrée de la Californie dans l'Union et le 5e anniversaire de la fondation de San Francisco. La foule va chercher Sutter à l'Ermitage pour l'amener en ville. Sutter reçoit un diplôme de général. Il est placé en tête du défilé. Sutter traverse une ville qui, il y a peu, n'existait pas encore. Il est mené au Metropolitan Theater où se dérouleront une 50aine de discours. Le premier maire de San Francisco fait un discours élogieux et pompeux. Sutter ne semble pas entendre tous les gens qui l'acclament. En 1855, le juge Thompson reconnaît que les terrains sur lesquels ont été construits des villes et villages appartiennent à Sutter. Sutter souhaite se rendre à Washington afin d'obtenir la confirmation de la plus haute cour fédérale. Il tient à arriver avant le courrier officiel. Sutter rencontre le père Gabriel à qui il annonce la nouvelle. Cependant au loin, nous voyons que l'Ermitage est en feu. À cause de la décision du juge Thompson, les habitants entrent en révolution et les autorités sont impuissantes à les contenir. Le peuple incendie l'Ermitage et détruit tout ce qui appartient à Sutter. Les 2 fermes des fils sont également détruites.
Sutter vient de nouveau de tout perdre. Sutter ne possède plus rien. Il se met à errer et tombe en enfance. Sutter arrive à San Francisco où il couche dehors et mendie. Il retrouve sa fille chez le juge Thompson. Victor est retourné en Europe, Arthur a été tué et Émile a mis fin à ses jours. Sutter se remet dans la maison de campagne du juge Thompson, bien que les mauvais coups du sort l'ont définitivement ébranlé. Sa fille est fiancée à un dentiste et habite en ville. Sutter se met à avoir un comportement étrange. Le juge Thompson vient le voir 2 fois par semaine. Le juge saisit le sens tragique de la vie de Sutter. Il a rendu une décision qui lui paraît juste. Son cœur lui dit de sauver Sutter, qui est maintenant devenu un vieillard. Le juge lui conseille d'abandonner ses poursuites ainsi que ses droits de propriété et de se contenter d'une indemnité d'1 million de dollars. Sutter refuse de lâcher et réclame la justice, qui si elle n'est pas rendue sur Terre, se fera dans un autre monde. Il a l'intention de porter son affaire à Washington. Sutter se rend effectivement à Washington vers Noël. Sutter passe plusieurs années à Washington. On ne sait plus au juste ce qu'il veut au palais de justice et passe pour un vieux fou. Sutter survit avec sa pension de général. En réalité, il se fait avoir par des personnes qui, contre de l'argent, lui promettent de lui faire gagner son procès. Au fur et à mesure de ses requêtes, Sutter demande de moins en moins d'indemnités. Il finit par donner sa fortune éventuelle à la secte de RNUter qui reprend le procès. Sutter s'intègre rapidement dans la secte grâce à sa grande connaissance de l'Apocalypse. Sutter a une vision apocalyptique de la découverte de l'Amérique et de la colonisation. Johannes Christich, qui est le fondateur-directeur de la secte, reprend le procès. Sutter est de nouveau traîné de bureau en bureau et on se moque de lui, car on ne croit pas à son histoire. Grâce à Johannes Christich, l'affaire de Sutter prend un meilleur tournant. On va reconnaître ses services et on va lui donner une grosse indemnité. Sutter est accompagné d'une bande de vauriens qui le poussent à faire des esclandres. Sutter rencontre Marshall, qui est devenu fou et pauvre et qui se fait emporter par 3 infirmiers à l'asile. Un enfant annonce à Sutter que le Congrès va donner 100 millions de dollars à Sutter. C'est en réalité une blague. Sutter tombe à terre, décédé. Le Congrès ne se prononcera jamais. Les descendants ont abandonné l'affaire. En 1925, il reste encore quelques années pour une intervention. Le roman est centré sur l'histoire de Johann August Sutter de sa fuite de son canton de Bâle jusqu'à sa mort à Washington. L'histoire peut être divisée en 2 parties. La première correspond à la montée de Sutter grâce à son établissement en Californie et l'expansion de son ranch. La seconde correspond à la chute de Sutter à cause de la découverte de l'or sur ses terres et le lent appauvrissement de cet homme. La déroute est difficile à admettre tant pour le lecteur que pour le personnage principal. Cet effet passe par plusieurs procédés. Tout d'abord, Sutter apparaît au début du roman comme très pauvre. Il donne sa dernière pièce à un enfant qui l'a conduit au syndic. N'ayant plus d'argent, il se nourrit de ce qu'il trouve, voyage comme il le peut et même vole des compagnons de voyage. À Paris, il présente une fausse lettre de crédit afin d'avoir quelques argents. Après son arrivée à New York, Sutter cumule les emplois, plus ou moins honnêtes. Sutter possède un grand sens de l'intuition. Alors que la Californie était un endroit peu développé, encore en friche et qui n'intéressait personne, Sutter a su que cet endroit était le lieu idéal pour prospérer et faire sa fortune. Sutter met beaucoup d'énergie dans son projet. Il sait utiliser également la force d'autrui en faisant travailler les Kanaks et les Indiens. L'affaire de Sutter culmine à un point très élevé. Il était en passe de devenir l'homme le plus riche du monde grâce à son ranch. C'est cette accumulation de faits qui rend la chute de Sutter désagréable pour le lecteur. Ceci est d'autant plus vrai que Sutter est montré comme un personnage honnête. Sutter a sans doute exploité les Indiens et les Kanaks, mais il est montré comme l'homme qui a amélioré leur sort. Sutter est montré comme une personne qui a su construire sa fortune seule. Or son affaire s'est développée grâce au travail d'autrui et grâce aux dons de terres de gouverneurs. Il ne faut pas oublier que les terres qu'il achète ou qui lui ont été données appartenaient avant tout aux Indiens. Sutter est plus tard encore montré comme une personne honnête, car il n'a qu'un court instant voulu lui aussi profiter de l'or et l'a ensuite fui comme la peste. Enfin, l'intégrité de Sutter passe par le fait qu'il cherche à ce que la justice règne lors de ses procès. C'est l'injustice qui semble ronger Sutter plus qu'autre chose. Bien qu'à tant d'années de distance, il semble difficile de juger la droiture d'une personne décédée depuis longtemps, nous pouvons attribuer à Sutter l'art de savoir situer et développer les opportunités. Le naufrage de Sutter commence lorsqu'un charpentier nommé Marshall découvre par hasard de l'or sur les terres de son maître. Cette nouvelle, qui devait rester un temps secrète, s'est vite propagée et a atteint les États-Unis, puis le monde entier. Sutter a dû subir les disparitions de ses travailleurs, qui étaient plus attirés par l'or que par les salaires donnés par leur patron. Étant à la tête d'un domaine immense et pratiquement sans travailleurs, la nouvelle Helvétie a été laissée à l'abandon causant la mort des cheptels, l'embroussaillement et la détérioration des bâtiments. Pire que cela,
La nouvelle de l'or a amené des masses d'individus sur les terres de Sutter qui ont eux aussi cherché de l'or, ont volé et détruit les infrastructures, les biens et les troupeaux de Sutter et ont fait produire de faux actes de propriété. On peut considérer également que Sutter a été volé par l'État de Californie puisque ses équipements sont devenus des biens publics. Face à de tels abus, Sutter a entamé une série de procès en vue de rétablir ses biens ou du moins obtenir des indemnités. En faisant cela, Sutter se bat contre des individus en grand nombre dont certains sont plus forts que lui. Face à la foule, l'individu n'est rien et ne peut rien. L'opinion du peuple peut être très facilement retournée, surtout lorsque ses intérêts sont en jeu. Le combat est perdu d'avance. Les conséquences de cette volonté de rétablir la justice sont l'incendie du cabinet de son fils Émile et la destruction des pièces des procès. Les incendies et les destructions de l'Ermitage, de toutes les installations de Sutter et des 2 fermes des fils. La destruction de sa famille. Un des fils est tué, un autre met fin à ses jours, le 3e s'enfuit en Europe et périt au cours du voyage. Sa fille se fiancera à un dentiste et cherchera à mettre de la distance entre elle et son père. La mort d'Anna due en partie aux conditions terribles du voyage est aussi en partie due aux nouvelles qu'elle entend en cours de route à propos de son mari. Une perte de la raison pour Sutter. En effet, Sutter vieillit et semble retomber en enfance. Son obstination à faire reconnaître ses droits le fait passer pour un fou. Le plus important est la perte de la vérité. Bien que Sutter soit le propriétaire des terres d'où se sont élevées de grandes villes, on ne le reconnaît pas comme étant le propriétaire. Au début, cela allait très bien. Mais bientôt, des quantités de gens sans aveu s'abattirent sur nous. Ils établirent des distilleries et firent la connaissance de mes hommes. Je levais mon camp et m'établissais toujours plus haut dans la montagne, j'avais beau faire. Cette satanée engeance de distillateurs nous suivait partout et je ne pouvais empêcher mes pauvres Indiens et mes pauvres sauvages des îles de goûter à une volupté nouvelle. Bientôt, mes hommes furent incapables de fournir le moindre travail, ils buvaient et jouaient leur solde ou leur ramassaient, et étaient les 3/4 du temps ivres-morts. Du sommet de ces montagnes, je voyais tout l'immense pays que j'avais fertilisé, livré au pillage et aux incendies. Des coups de feu montaient jusque dans ma solitude et le brouhaha des foules en marche qui venaient de l'ouest. Au fond de la baie, je voyais s'édifier une ville inconnue qui grandissait à vue d'œil et au large, la mer était pleine de vaisseaux. Je n'y pus plus tenir. Je redescendis au fort. Je licenciai tous ceux qui s'étaient sauvés et qui ne voulaient pas m'accompagner. Je résiliai tous les contrats. Je réglai tous les comptes. J'étais ruiné. Je nommai un administrateur de mes biens et, sans même jeter un regard sur cette tourbe d'écumeurs qui était maintenant installée chez moi, je partis pour les rives de la rivière Plume voir si mes raisins étaient mûrs. Seuls m'accompagnaient les Indiens que j'avais élevés moi-même. Si j'avais pu suivre mes plans jusqu'au bout, j'aurais été en très peu de temps l'homme le plus riche du monde. La découverte de l'or m'a ruiné.